Salut à tous. Suite de cette saison 2019-2020 avec comme ça plusieurs équipes sur NBA 2K19 mais un peu donc customisé afin d'avoir quasiment tout qui est raccord avec la réalité. Je dis quasiment parce que quand même chaque jour les choses évoluent avec des petites signatures d'un second tour par-ci, d'un mec non drafté par-là et les effectifs sont en train de se boucler. Je dirais, il y a le temps de toute façon, hein, jusqu'à la reprise de la saison. Les effectifs NBA sont en train de se boucler. Il y a des gens qui ont des contrats non garantis, qui sont coupés, etc. Plein de petites choses comme ça, mais grosso modo, l'essentiel est déjà réparti sur les 30 franchises NBA. On va faire un petit focus, comme d'habitude, sur Kings, Pacers, Grizzlies, Magic et Sixers, avec évidemment une premier rendez-vous presque immanquable, c'est par rapport aux Pacers. Je vous avais montré pas mal de difficultés dans l'épisode précédent, à savoir 3 défaites, ce qui est quand même pas vraiment folichon, et on se retrouvait, je vous l'avais annoncé, avec un match suivant qui était contre les OKC, le Thunder de OKC, avec Paul George et Westbrook qui sont évidemment plus là, et finalement un Chris Paul qui, on sait dans le jeu, est une sangsue hein, sur le poste de meneur. Il est assez fort en fait parce qu'il essaye d'étouffer, il y arrive d'ailleurs pas mal, d'étouffer son vis-à-vis, hein, souvent le meneur adverse, et arrive à étouffer et du coup c'est moins évident de, par exemple, d'exister sur pick and roll, de peut-être arriver à trouver des shoots ouverts après une série d'écrans posés. Et voilà, il y a comme ça pas mal de choses dans le jeu, et tant mieux, hein, c'est très bien, qui sont assez difficiles quand on a Chris Paul, donc qui est quand même un très bon joueur. Euh, Encore, j'ai envie de dire, hein, la manière dont il a été pas mal décrié. Paul George, Chris Paul, vraiment, excusez-moi, Chris Paul, hein, vraiment beaucoup décrié pour ce contrat, pour plein de choses, pour le fait également qu'au final OKC n'a pas eu tellement le choix. Ils ont pris plein de tours de draft en échange de Westbrook, mais en contrepartie, il a bien fallu se manger les millions de Chris Paul sur, je rappelle, 3 années encore. Bon, nous, on a plutôt un match ici qui est, allez, en bonne voie, voilà, très clairement, avec ici jolie, jolie défense sur la toute fin, qui permet d'aller chercher finalement des lancers et de s'imposer correctement dans ce match. Vous avez vu, j'ai pas abusé du shoot à 3 points. J'ai préféré prendre des shoots plutôt bien amenés et ouverts, plutôt qu'une abondance, une abondance de bombes à longue distance. Voilà, c'était le projet. Après, on avait aussi joué avec le Magic d'Orlando, qui était sur 2 jolies victoires sur l'épisode précédent et l'épisode d'avant. Eh bien, le Magic, c'est une équipe intéressante, et c'est intéressant aussi de pouvoir tester son plafond quand on se retrouve face à des Bucks qui sont, ben, sur le papier, ils sont un petit peu plus faibles que la saison précédente, mais il faut dire ça vraiment doucement et avec des pincettes, parce qu'en vérité, est-ce qu'ils sont vraiment plus forts? Qui est-ce qui peut dire que par exemple un DiVincenzo ou un Sterling vont, vont être moins forts, vont pas progresser par exemple? euh, on peut pas avoir vraiment de certitude, et puis surtout il y a le mutant, l'homme inarrêtable, regardez-moi ça, l'homme qui est mais vraiment mais injouable. Donc c'est clair que c'est pas évident de jouer contre cette équipe-là, c'est pas évident du tout. Pourtant, j'ai mis mon petit freak à moi, c'est-à-dire Jonathan Isaac, pour essayer de contenir comme ça Antetokounmpo, mais en fait, bon, il y a des moments déjà où, comme vous le voyez là, Isaac n'est pas sur le terrain, alors qu'Antetokounmpo joue plus, hein, c'est normal, hein, superstar de la ligue, il joue comme ça énormément, 36, 39 minutes, etc. Et puis, bah oui, on a du mal à supporter finalement la comparaison, hein, c'est pas évident, hein, parce que Isaac n'est pas encore vraiment développé, hein, non plus, il faut quand même dire ça.
Et en face, ça déroule. Et puis c'est vrai qu'après, il y a aussi un petit aspect mental, c'est que quand vous êtes décramponné dans un match, vous avez moins tendance à vous accrocher que si vous êtes encore à moins de 10 points, où il y a moyen comme ça de peut-être de se battre, etc. Alors dans la foulée, il y avait une petite revanche à prendre quand même avec le Orlando Magic. Le plafond, déjà, on l'a quand même un petit peu compris. Moi, ça va avec ce que je pense aussi par rapport à ce qu'on devrait voir. C'est-à-dire que c'est une équipe qui a tout ce qu'il faut pour confirmer les progrès de l'année 2018-2019 et notamment la présence en playoff. Hein. Orlando, hein, ça doit y aller, hein, très clairement. Mais bon, ça doit y aller. Disons, ça avec de fortes probabilités se battre pour y aller. Mais après, il n'y a jamais rien de sûr. Ils avaient fait une jolie saison. Il faut voir de quelle manière est-ce que Bamba, Isaac et surtout aussi l'inconnu Markel Fultz, numéro 1 de draft, vont évoluer. Quelle saison ils vont faire, quelles blessures aussi d'effectifs ils vont rencontrer. Allez, moi franchement, si je dois me mouiller, je le dis tout de suite, c'est clairement 6-8. Voilà. Entre 6 et 8 à l'Est, Orlando Magic, voilà, je le dis, ça va en playoff. Et là, on est sur un match rigolo. Ça, je vais montrer sur un résumé plutôt plus long que ce que je propose d'habitude. Ben, parce qu'il y a vraiment bataille entre ces Pelicans. En plus, c'est sympa, je vous ai pas encore montré les Pelicans. Les Pelicans avec Derek Favors en 5, avec Zion, le phénomène attendu en poste 4 essentiellement, avec un Drew Holiday érigé au rang de franchise player. Ben, honnêtement, ça donne du fil à retordre. Et c'est ça qui est super sympa d'ailleurs aussi. Hein. On voit que là, on arrache le plus 2 avec un Evan Fournier. Et là, égalisation par Williamson sur une super jolie passe de Drew Holiday qui, honnêtement, tout le monde a cru à la pénétration. Surtout qu'il avait pénétré 10 000 fois dans le match. Et là, tout à coup, il arrête de, il arrête de le faire. Il fait une super passe. Dans la foulée, allez, petit pick and roll pour reprendre 2 points d'avance. Puis on va bien voir ce qui peut arriver à ce moment-là. Allez, on a réussi à contrer la bonne défense. Je ressors le ballon. Punaise, je me fais intercepter. Ça, c'est quand même spécialement malchanceux. Et oui, elle est pour moi, celle-là. Il fallait garder la balle, tant pis. Vous savez pourquoi j'ai sorti la balle? C'est parce que je cherchais un meilleur tireur de lancer, en fait. Et ou sinon, chercher la contre-attaque pour essayer d'aller clore le match. Et au final, interception et bam, vas-y, va en prolongation. Vous allez voir que c'est pas fini. C'est pas fini. Alors on va abreuver un petit peu tout de suite. Voilà, Jonathan Isaac qui... Je n'avais pas donné trop d'opportunités en attaque dans ce match-là, parce qu'en fait, talent offensif, on en a. J'avais envie de donner un petit peu plus de ballon à Vooch, ainsi qu'à Gordon et même à Evan Fournier ou Terrence Ross, ce qui est des extérieurs, les deux derniers. Donc l'idée était vraiment là, je voulais essayer de voir, parce que finalement je trouvais que Fournier, je lui avais pas donné trop le ballon sur les matchs d'avant, c'était sympa de solliciter un petit peu son attaque, il m'a pas déçu. Et Isaac attend plutôt lui, voilà, vous voyez, une prolongation pour être décisif. Et là j'ai fait rentrer DJ Augustine, qui est un bon tireur de lancer, parce que je voulais assurer le plus 3, et je me retrouve à rater le lancer. Vous allez voir, c'est un truc à se taper la tête contre les murs, hein, c'est rigolo. Hein. Et là, Drew Holiday qui tente un mauvais shoot repris par Favors, qui égalise, on sait pas trop comment par rapport à l'horloge. Il devait y avoir quelques dixièmes, ou peut-être même 1 ou 2 dixièmes avant la fin, et on se retrouve donc en nouvelle prolongation. Donc, double prolongation dans ce match-là. Là, c'est hop pour Jonathan Isaac sur la transition, après une bonne défense sur Ingram. Derrière, eh ben oui, on empêche un petit peu Favors d'être à l'aise, mais lui, hop, il s'en fout, il reprend le rebond. D'accord. Derrière, New Orleans va même passer à plus 3 avant qu'Evan Fournier se retrouve avec un shoot pas facile du tout, qui nous permet de recoller, donc sympa. Après, on va passer par un petit jeu de lancer franc à plus 2. Jolie défense, avec un rebond. Vous pouvez voir que j'ai fait rentrer quelques remplaçants entre le temps, pour apporter de la fraîcheur. Notamment, il y a Bamba, Aminou et T-Ross qui sont sur le terrain. Alors évidemment, ça défend un poil moins bien, mais c'est pas non plus le drame absolu. J'ai même fait rentrer Carter Williams
parce que c'est un bon tireur de lancer, que c'est pas un défenseur trop honteux. Et derrière, on va quand même réussir à s'imposer. Mais oh que ce fut dur face à ces Pels. Donc vraiment sympa. Sympa le match avec comme ça double prolongue. Hein, c'est toujours un truc qu'on aime bien à touquer quand on a des matchs un peu chauds à disputer. Donc voilà, je voulais vous le partager. Ils ont été calamiteux à 3 points. Nous, on a été à peine aux alentours de la moyenne à 31%. Et puis surtout, ce qui me plaît, et c'est un truc qu'on va après reprendre, hein, c'est la question de la shooting chart. Je suis content parce qu'au moins j'ai été cohérent par rapport au principe que je m'étais fixé. Alors, on a vu juste avant des Bucks qui avaient mis une torgnole au Orlando Magic. Bon, après je les affronte de nouveau, mais avec les Sixers. Et avec les Sixers, on a du matériel. Alors la question qu'on peut se poser, puisqu'il faut mettre quelqu'un de très 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 athlétique, hein, et finalement oui, les Sixers pour moi sont les mieux armés pour embêter les Bucks, clairement. Euh, il me faut quelqu'un d'athlétique, il me faut quelqu'un de vif, mais en même temps de grand, en même temps de impactant, on va dire. Et je vais tenter le pari Jojo Embiid en défense sur Giannis Antetokounmpo. Alors, quand on le dit comme ça, et puis quand on regarde un peu 2-3 actions, ça peut paraître totalement délirant. Bon alors, moi, je veux pas trop la ramener, mais il y a des coachs NBA qui l'ont fait, de mettre leur pivot en défense sur Antetokounmpo. Donc déjà, en soi, le concept, il n'est pas si délirant que ça. Parce que je me souviens notamment une fois d'un match que j'avais regardé avec les Sacramento Kings, qui étaient l'année dernière, hein, en saison régulière, qui étaient venus comme ça rendre visite aux Bucks, et on avait eu pendant presque tout le match un Willie Cauley-Stein qui avait été chargé de défendre. Bah oui, puisque de toute façon, Yanis, il a tellement tendance à, à provoquer à l'intérieur, il est tellement efficace dans la peinture, il est tellement inarrêtable, tout un tas de joueurs, que si vous lui mettez, finalement, vous lui mettez Ben Simmons. Antetokounmpo, il est plus grand. Il a vraiment beaucoup de moyens de prendre le dessus face à Simmons. Ah, c'est mutant. Il est invraisemblable. Et donc, Simmons, c'était une option, hein, très clairement, pour la vivacité, pour quand même une certaine taille, hein, parce qu'il est quand même 2m08, hein, Ben Simmons. C'était une vraie option, mais là, voilà, j'ai voulu tenter vraiment le pari Jojo Embiid. On va voir un petit peu comment l'histoire se règle, avec aussi un Eric Bledsoe, qui est un vrai niveau, hein, un vrai joli niveau. Bon, très bien. Un avec lequel je trouve qu'il y a encore un petit peu de déficit de performance, c'est celui qui dunk là, globalement, hein, je parle sur les premiers matchs que j'ai joué, c'est Josh Richardson, qui pourtant est un excellent joueur, et puis des fois avec son timing de shoot, j'ai un poil de mal, regardez-moi ça, c'est pas énorme, franchement. C'est pas énorme le renversement à l'opposé là de Hill pour aller chercher Yanis dans le corner à 3 points. Mais allô quoi. Il n'y avait pas Embiid sur le terrain, forcément. C'était Horford qui s'occupait du cas Antetokounmpo. Et là, il y a quand même peut-être l'action du match. Regardez-moi ça. Spam. Tiens, mange-toi la planche. Mange-toi la planche, mon Yanis. Énorme action. M'a fait bien plaisir celle-là. Elle est venue un petit peu en plus confirmer tout le bien que je pensais de l'éventualité. Regardez, bam, c'est ce qu'il va venir ici, dans son style un peu plus classique. Je pensais bien qu'il y avait quelque chose à faire avec Embiid, même si après, sur les drives, pas évident du tout. Du coup, sur la toute fin, je réfléchis, je remets un peu les choses en place défensivement. Jojo Embiid a été bon, hein. Il a été vraiment très très efficace. Alors Ford aussi, Timothy Stibul là que j'aime bien, on a hâte de voir IRL. Bon, on a compris, ce match il va être gagné, mais il va être gagné vraiment pas si facilement que ça d'une part, et puis surtout, ben voilà, je me dis, ça peut être une option si jamais on retrouvait ces petits Bucks là en finale de conf, ben en fait mettre Jojo Embiid sur Antetokounmpo par séquence, ça peut être pas mal. Après je pense qu'il faut quand même peut-être alterner avec Ben Simmons, hein, probablement. En tout cas, on va pas mettre Tobias Harris, si vous voyez ce que je veux dire. Hein, bon. On passe ensuite
à une autre équipe que je vous ai déjà montrée et qui est passionnante et qui est un peu une des stars de cette série là, qui est ma dernière sur 2K19 avant la sortie du prochain jeu, vers la mi-septembre. Hein, on pourra commencer à, vous verrez, je vais m'y intéresser de très près au nouveau jeu dès sa sortie évidemment. Mais voilà, en attendant, je fais un petit adieu à 2K19 avec cette partie et donc avec notamment les Sacramento Kings. Les Kings qui se retrouvent là face à des Mavericks qui sont une bonne équipe, les Mavericks, mais j'ai déjà dit que moi j'estime que les Mavericks ça ne va pas aller chercher les playoffs cette année. Ils ont, non pas qu'ils aient pas une belle équipe et qu'ils aient pas de belles individualités, mais ça paraît un petit peu juste. Et puis surtout la manière dont ils ont construit leur équipe, elle prouve bien que ça joue pas les playoffs 2020. Hein. Ça joue plutôt le développement de certains en signant 4 contrats pour des joueurs là aux environs de 10 millions. Bah, ils se disent, 8-10, ils se disent peut-être qu'un des 4 va step up et pourra vraiment offrir bah, une super complémentarité avec Doncic et Porzingis. Donc voilà, quand je parle de ces 4 types, je pense par exemple à Seth Curry, Dylan Wright, Dwight Powell, hein, voilà des types comme ça qui ont hérité au final d'un contrat, Maxi Kleber aussi, qui ont hérité d'un contrat entre 7 et 10 millions l'année et qui au final ben, vont devoir montrer des trucs sans quoi les Mavs ils vont se retrouver un peu le bec dans l'eau avec des contrats signés à 3 ans qui, euh, qui, qui, qui vont peut-être peser au moment de recruter, peut-être à l'été 2021, 2022, ça va peut-être être un boulet pour eux. On verra, hein, ça dépend, hein, parce que s'il n'y en a aucun qui progresse comme c'est attendu, ça va peut-être énerver Doncic et Porzingis. Bref, donc on se retrouve sur un match serré hein, au final. Hein. Quatrième quart-temps, très peu d'écart. Voilà, on arrive quand même à tuer un petit peu certaines velléités offensives et surtout défendre un peu au bon moment pour une victoire qui, à l'arrivée, est un peu avec un score qui est un peu serré. Au final, beaucoup moins serré que le match d'avant, ça va sans dire. Et il y avait de la marge en fait pour ces Kings. Il y avait vraiment de la marge. Bon, donc encore une fois, petite shooting chart, bien adapté. Ok, un gros body healed. Un Doncic peut-être un petit peu sur la pointe des pieds. Ok, dans la foulée, bah tiens, on reste avec les Mavs, toujours en tant qu'adversaire, mais on essaye d'enchaîner avec les Pacers, peut-être ce qui serait une deuxième victoire d'affilée après notre victoire à OKC. Donc l'idée c'est vraiment d'essayer de continuer sur notre lancée avec un jeu, c'est pas pareil, hein, pas pareil que jouer avec les Kings, parce qu'au final, je trouve là que sur cette toute fin, on verra les notes, hein, surtout qui va sortir, mais au final, c'est plus facile de jouer avec les Sacramento Kings qu'avec les Pacers sans Oladipo, en fait. Voilà, parce qu'en fait, toute la nuance, elle est là. C'est quand vous avez vu comment c'était catastrophique à 3 points en première mi-temps, c'était incroyable. Euh, toute la différence, elle est là. C'est quand t'as Oladipo, c'est une certaine équipe. Quand tu l'as pas, c'en est vraiment une autre. Et à partir de là, bon, on se retrouve du coup dans un match un petit peu serré, au quatrième quart, hein, un peu comme le match précédent. Regardez là, j'essaie de changer de défenseur en fait, parce que ils avaient permuté, ils avaient réussi à provoquer un switch défensif qui ne me plaisait pas, parce que Porzingis était sur un petit. Bon, à l'arrivée, ça termine avec un rebond offensif de Kleber qui remet dedans, mais au moins j'avais réussi à remettre Holiday sur son joueur et j'avais remis à mettre aussi son défenseur par rapport à Porzingis. Donc pas évident des fois voilà d'éviter les mismatchs parce que elles peuvent être désastreuses, surtout quand vous avez un Porzingis qui est quand même assez bien évalué dans le jeu. Hein. Faut pas se mentir, hein. Porzingis, il est limite un poil au-dessus, surtout au niveau athlétique, par rapport à ce qu'on peut connaître de lui. Hein. Et puis surtout, après là maintenant il se trouve qu'on aura une incertitude, hein, puisqu'il a une énorme blessure, saison blanche. On aura forcément une incertitude sur Kristaps Porzingis. Il va falloir observer de près comment est-ce que le mec reprend, quelles sont réellement ses possibilités athlétiques. Mais au-delà de ça, au-delà de la victoire, au-delà de tout ce qu'on peut voir, il y a le carton de Porzingis qui a été assez monumental avec 60 points.
c'est pas tant ça le truc que je retiens, c'est plus que du côté des Pacers, tout doucement, ça se met en place. Ça se met en place. Je parlais des Kings juste avant avec qui j'avais plus de facilité à jouer. Ouais, mais là, il y a un os. Il y a un gros os en face. C'est ces fameux Lakers que j'ai abordés dans la fin de l'épisode précédent, là, avec Portland, que j'avais eu toutes les peines du monde à contenir avec les petits Blazers. Et vous allez voir que malheureusement, ça va un petit peu se vérifier. On va rater peut-être un petit peu plus de shoot. On va avoir en face de nous un LeBron James qui est LeBronesque, hein, tout simplement. Et puis ce qui m'a fait peut-être mal, en fait, c'est l'adresse de certains. Danny Green qui a rentré des shoots importants. Regardez, en plus, nous, on rate ce qui est ouvert. Donc, du Danny Green, mais on mitraille, on s'en fout. Hein. On est les Kings, hein. On joue à 2000 à l'heure, on mitraille, on prend. Si j'ai raté 10 shoots à 3 points d'affilée, je m'en fous, j'en reprends 10 autres. Hein. On joue la stat, hein. Et on sait que à la fin de tout, la stat, elle va toujours être fidèle à ce que les joueurs valent vraiment, hein, surtout sur un grand échantillon de shoot. Hein. Bon, là, il y a un petit mismatch pour Kuzma qui va terminer en fadeaway. C'est dur, hein, parce que honnêtement, je me suis vachement battu sur ce match-là. J'ai vraiment essayé de faire ce que je pouvais. Ce sera intéressant de les rejouer, par exemple. Mais il y a un truc qu'il faut quand même mentionner, c'est qu'il n'y a pas que Anthony Davis et LeBron James. Il y a aussi un certain DeMarcus Cousins. Et Cousins, pour peu que son corps le laisse tranquille et qu'il puisse jouer au niveau, même à la moitié du niveau qu'on connaît, ils vont poser, les Lakers, des problèmes quasi insolubles à pas mal d'équipes. Parce que, vous savez, en NBA, on est dans l'époque du small ball. Si on regarde un peu les stats avancées, on se penche un peu sur tous ces trucs-là, on s'aperçoit qu'en fait, c'est les 5 alignés small ball, ça veut dire avec un ailier par exemple qui joue 4, et donc simplement un seul intérieur, et puis avec des shooters autour, des gens, bon, on peut avoir plein d'exemples en tête. En fait, c'est les 5 small ball qui sont un peu la tendance du moment, qui sont un peu les 5 les plus efficaces, surtout dans les moments un peu chauds pour les équipes. On pense peut-être même éventuellement aux playoffs, hein, même si avec Ibaka Gasol, avec Ibaka Siakam, les Toronto Raptors ont pu nous apporter des petits démentis avec Lennard qui était quand même quasi systématiquement aligné en 3. Mais celle-là, elle est affreuse. Hein. Celle-là, elle est affreusissime d'action. Vous avez vu comme ça, atermoiement là. Tu le prends? Non, non, je le prends. Non, bah tu le prends. Bon, bah personne ne le prend. Donc, avec ces Lakers, en fait, on a une contradiction avec la tendance actuelle du small ball en NBA. Et comment vont faire toutes les équipes qui se considèrent comme très efficaces en small ball? Comment est-ce qu'elles vont faire quand elles vont avoir face à elles LeBron James, Davis et DeMarcus Cousins ensemble sur le parquet? Honnêtement, ça sent très très fort la question à laquelle personne n'aura de réponse. Il va falloir s'ajuster, encore une fois, et on risque de voir des choses un peu nouvelles sur le plan tactique en NBA l'année prochaine. Ça va être vachement intéressant, on suivra l'histoire. Ici un petit Dylan Brooks là, qui fait bien kiffer du côté de Memphis. Il faut pas lui demander ce qu'il n'est pas capable de faire, à Dylan Brooks. Si j'attends de lui qu'il défende, ça va pas aller. Mais si on l'utilise avec parcimonie pour de manière un petit peu ponctuelle, des shoots à 3 points et peut-être éventuellement quelques drives, ils vont lancer aussi. Hommage à Brandon Clark sur cette action aussi qui était assez énorme. Valanciunas qui vient contrer Jokic, qui ensuite conteste associé à Crowder. Récupération du ballon par Josh Jackson. On va se l'arracher ce match. On va se l'arracher avec un joli allez oop. Ja Morant, homme du match pour Jay Crowder. Là encore une fois le contre de Valanciunas. Décidément Jokic n'aura pas aimé la confrontation avec JV. Voilà, qui en plus il va de son petit shoot à mi-distance sans avoir l'air d'y toucher. Donc les Lakers, je termine mon propos à revoir. Et attention, ça peut faire très mal. Et les petits Grizzlies là, ils sont pas vilains. Hein. Au niveau des zones, dans ce match-là, je me suis pas trompé. On a été chercher les points à haut pourcentage. Jokic s'est fait museler à 5 sur 19. C'était vraiment sympa. C'était vraiment un super match avec les Grizzlies là contre Denver. Et puis, tiens, tant qu'on est avec les Grizzlies,
on va essayer encore une fois d'exploiter les faiblesses adverses, mais cette fois-ci face aux Clippers. C'est intéressant. Clippers sur lesquels, dans NBA 2K, attention, hein, avec les notes qui sont celles-là de cette partie, donc c'est du NBA 2K 19 qui est finalement revisité, mais c'est pas du NBA 2K 20, donc on peut pas vraiment tirer de conclusion. Mais petite inquiétude, je vous le mettais en screen là juste avant le match. Petite inquiétude qui date pas de là, hein, qui date de l'épisode précédent, les matchs que j'avais pu jouer ou alors jouer contre eux, jouer avec ou contre. C'est l'ami Leonard là qui vient de se faire embêter en défense par Kyle Anderson. Du Brooks qui continue à artiller de loin, Dylan Brooks, pour un début de match, mais à sens unique. Et en raison de quoi, notamment, tiens, regardez, à l'instant, JV, en raison d'un truc tout particulier, hop, l'interception là. Contre l'IA, il faudrait qu'on nous programme autre chose parce que elles sont prévisibles, hein, ces actions-là. Où on sait que le mec va être servi au poste. En fait, à l'intérieur, il y a une réelle faiblesse pour moi du côté des Clippers, parce que même si Ivica Zubac a step up, même si Montrez Harrell a fait une saison l'année dernière qui était assez phénoménale, à l'arrivée, j'ai peur que ça manque de dissuasion, en fait. Que ça manque de dissuasion. Non, parce que Harrell, c'est un talent offensif, hein. Il est notamment aussi synchro, c'est pas mal de choses à la fois, hein. Mais ça reste tout de même pas quelqu'un qui dissuade. Et Zubac, c'est un gros rebondeur. C'est pas réellement non plus quelqu'un qui intimide dans la raquette. Pas très athlétique, mais ça c'est un peu lié aussi à sa nature. Donc délicat, hein, délicat. Moi si je devais miser en fait là aujourd'hui entre les Lakers et les Clippers, mais tous les jours je mise sur les Lakers, très très clairement. Et si je dois miser même face aux Rockets, aux Houston Rockets, entre les Clippers et les Rockets, malgré l'énorme doublette Paul George, Kawhi Leonard, moi je mise sur les Rockets. Parce que j'ai l'impression que les Rockets, au final, c'est une équipe qui n'a pas beaucoup changé. Si on accepte l'échange entre guillemets entre Paul et Westbrook. Mais désolé, mais quand vous perdez Chris Paul et vous gagnez Russell Westbrook, c'est-à-dire qu'en fait vous retrouvez avec la possibilité d'avoir tout le temps sur le terrain un mutant inarrêtable. Parce que Chris Paul n'est pas un mutant inarrêtable. Westbrook l'est. Harden l'est. Et donc pour moi très clairement, Rockets c'est au-dessus des Clippers. On verra, hein. On verra, mais donc ensuite, on était sur un match final là où je me retrouve de nouveau avec les Kings, qui décidément sont une équipe tellement sympa à jouer, face aux Portland Trail Blazers. Alors, évidemment, à l'intérieur, du côté de Portland, il nous manque un certain Youssouf Nurkic. Et ça, c'est vachement important. Parce que quand il fera son retour dans la rotation, à l'intérieur, ils vont être super forts, les Blazers. Hein. Mais en attendant, c'est délicat. J'adore cette séquence de l'IA. Là, elle est mal défendue par moi en l'occurrence, mais en général, j'arrive à plus à l'identifier. En l'occurrence, ça n'a pas été le cas, mais elle est pas mal, je trouve. Voilà, donc bon, des Portland Trail Blazers qui sont là aussi pas très difficiles à maîtriser pour cette équipe de Sacramento parce que finalement il y a des bons joueurs partout à Sacramento. Il y a des bons joueurs partout. Il n'y a pas de superstars, mais il y a des très bons joueurs à tous les postes. Et de ce fait, forcément, on arrive à exploser en contre dès qu'on arrive à faire des stops, etc. C'est vraiment un pur régal. Donc bon, cet épisode se termine. Vous verrez un truc, c'est que à chaque fois j'ai insisté sur les zones de shoot qui ont été prises, parce qu'en fait, pour moi, ça reste quand même le nerf de la guerre dans ce jeu. Si vous sélectionnez bien vos shoots, que vous maîtrisez les systèmes, au bout d'un moment, en jouant un tout petit peu sérieusement en défense, sans être un énorme défenseur, sans avoir une équipe énormément
défensive et spécialement, voilà. Je sais pas, moi je pense par exemple à, à ce que j'avais fait comme équipe du côté des Pistons là, où on avait une défense absolument mutanesque, mais sans aller même jusque là. En fait, dès qu'on exécute un peu correctement, on profite un petit peu des faiblesses de l'IA aussi par séquence, qu'on décide d'arrêter de shooter à mi-distance, qu'on se force à prendre des 3 points ouverts parce qu'ils ont été amenés avec des systèmes, là je vous ai montré les systèmes en floppy notamment, il y a plein d'autres manières, ou en sortie de pick and roll pour un troisième homme ouvert s'il y a une aide de la défense, etc. Là, au final, et puis pour tout le reste, on se recentre sur du jeu intérieur. On essaie aussi là encore de créer des mismatchs avec des différences de taille créées par des pick and roll où il y a eu des décalages de défenseurs. Au final, on arrive quand même nettement mieux à jouer et puis c'est rigolo. C'est rigolo. Je vous dis à bientôt pour la suite de toutes ces petites histoires là. À plus. Bye bye.